de gérer, de connaître du management public. Et donc, ça nous pousse, je peux dire, à avoir les aptitudes pour pouvoir être dans la scène politique de façon générale. Parce que la politique, ce n'est rien d'autre que la conduite des politiques publiques. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir sur la scène politique et au premier plan des inspecteurs des impôts et des domaines, mais qui, du point de vue de leur parcours et également de leur prestance au niveau de la scène politique, nous font honneur. Et ça, on en est très fiers. Cela étant dit, je ne crois pas qu'on puisse peut-être prendre ça de façon négative, dans la mesure où ça ne nous empêche pas, en tout cas de ce que j'en sais, de pouvoir conduire notre métier comme il se doit. En tout cas, si je prends des exemples concrets, et sans fausse modestie à commencer par moi-même, je suis inspecteur des impôts et des domaines, je suis directeur des domaines, je suis également politique, mais je crois pouvoir porter ces casquettes-là sans que ça enfreigne à mon métier. Et je pense que ceux-là qui sont sur la scène aujourd'hui... Il peut y avoir des risques d'imbrication malvenue, de conflits d'intérêts qui arrivent là, non? À date, on n'a pas de preuves matérielles que ceux-là qui s'investissent en politique, en tout cas qui sont des inspecteurs des impôts et des domaines en particulier, ont fait preuve de conflits d'intérêts par rapport à leurs différentes casquettes. Je crois qu'aujourd'hui, on gère, en tout cas, de ce que nous en savons, très bien, ces différentes casquettes, et peut-être ça nous enrichit. La chose publique, c'est destiné à être administré à des personnes, et c'est un environnement global. On est dans un domaine qui également embrasse très large, c'est les finances. Et aujourd'hui, je crois que si on a la chance d'être dans l'administration des finances, également d'être en politique, on a une vision assez large qui peut nous permettre peut-être d'embrasser les choses, en tout cas bien, pour ne pas dire mieux que les autres. Et la crainte de certains, fondée ou pas, donne cet exemple avec Amadou Ba ou Ousmane Sonko comme chef de l'État du Sénégal. Il y a, pour ceux qui ont ces craintes-là, il y a un risque d'avoir dans le pays une, entre guillemets, république des inspecteurs des impôts et des domaines. Vous savez, Babacar, il y a un proverbe, je crois, Wolof, si je le transcris littéralement, et je crois même d'ailleurs que le français reprend cela également. On confie très souvent à ses amis, mais pas seulement. On confie à ceux-là qui ont la compétence. Et je crois qu'aujourd'hui, on a eu à avoir le président Macky Sall comme président. On n'en a pas eu pour autant un gouvernement des ingénieurs. On a eu Abdoulaye Wade. On a certainement eu des avocats dans les gouvernements successifs d'Abdoulaye Wade, mais ça n'a pas fait pour autant qu'on ait un gouvernement d'avocats. En vérité, le Sénégal a connu et continue de connaître une maturité démocratique très forte. Ce qui veut dire que ceux-là qui nous dirigent, et j'espère que demain ce sera Amadou Ba, ont cette capacité à transcender je dirais leur terroir ou leur appartenance corporatrice. Et ça, je peux le dire de Amadou, que je connais peut-être très bien, pour ne pas dire plus, pour savoir que c'est une personne qui reconnaît la compétence et non pas peut-être l'appartenance corporatiste ou pas. Je le sais parce que je l'ai pratiqué, je le sais parce que je l'ai vu manager au sein même de la DGID. Il a eu à connaître une ouverture très large pour apporter d'autres compétences, venir s'adjoindre aux inspecteurs des impôts et des domaines qui, dans le temps, étaient les seuls à être habilités à occuper certains postes. Avec Amadou Ba comme DG des impôts, on a eu justement d'autres compétences qui sont venues occuper des postes de haute responsabilité, et cela montre que la personne vraiment va au-delà des clivages et des appartenances crypto, je dirais, corporatrices. Le président Macky Sall, je n'en parle pas, il a eu à faire appel à des compétences transversales, et aujourd'hui, quand on voit ces gouvernements successifs, on n'a pas l'impression d'avoir un gouvernement des ingénieurs. Amadou Ba, c'est donc le candidat de votre camp, Benno Bokk Yakaar. Un choix de Macky Sall qui peut être considéré comme non consensuel avec la déclaration de candidature de l'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne et probablement celle d'Aly Ngouille Ndiaye et déjà aussi de Mame Boye Diao, entre autres. Ben vous savez, Babacar, moi d'abord je voudrais me féliciter d'une chose, c'est que Macky Sall ait pu créer, parce qu'en vérité, ces personnes que vous avez citées sont pour l'essentiel, je peux dire, sans être péjoratif, créées par le président Macky Sall parce qu'ils n'étaient pas connus avant. Certains même sont encore assez méconnus du grand public. Aujourd'hui, s'il a pu, derrière lui, créer autant de compétences qui peuvent compétir pour la présidentielle, ça veut dire que, contrairement à ce que beaucoup de gens pensaient, il n'avait pas négligé sa succession.
il a eu quand même à former, à créer des gens qui sont assez costauds, pour utiliser un terme, je dirais, trivial, pour pouvoir occuper le fauteuil présidentiel. Cela étant dit, on est dans un camp qui cristallise des compétences, des personnalités diverses, avec leur trajectoire, leurs ambitions également, qui sont légitimes, ces ambitions-là. Maintenant, on a aussi l'obligation dans notre camp de faire tout notre possible pour avoir le plus large consensus possible. Et je crois que le président s'y investit, les autres responsables également peut-être qui sont derrière lui s'y investissent, et moi en tant que peut-être responsable d'un certain niveau, je suis persuadé qu'à la fin du processus, on aura un large consensus autour de la personne de Amadou Ba qui a été désigné par le président Macky Sall. Et également, ce choix doit être salué. Le président l'avait dit, un choix de la raison et non pas un choix du cœur. Quand bien même, on peut voir que de ce choix, on a la raison et le cœur. Parce que quand même, la confiance du président Macky Sall en la personne de Amadou Ba n'est pas à démontrer. Quelqu'un qu'il a eu à nommer aux différents postes qu'il a occupés au niveau stratégique où il a toujours été, quelqu'un à qui il a confié, après la démission de certains ministres du gouvernement, il a confié ses portefeuilles également à Amadou Ba. Cette confiance-là, vraiment, vaut ce qu'elle vaut. En plus de cela... Ça reste inédit quand même. Pendant aussi longtemps, un Premier ministre qui cumule 2 postes ministériels avec celle de ses fonctions de chef de gouvernement aussi longtemps. Ça montre simplement peut-être la compétence. Pour conjoncture politique, c'est ça qui n'est pas normal. Non, je ne vois pas d'anormalité. Dans la mesure où, si aujourd'hui on n'a pas le Premier ministre a eu quand même à gérer des campagnes, je dirais, par rapport aux différents portefeuilles ministériels qui lui sont confiés en addition à ses charges de Premier ministre. Et malgré tout ça, il a eu à les gérer quand même très bien, il faut le dire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, cette personne-là a les épaules assez larges pour embrasser plus grand. Et ça montre également que justement le choix du président Macky Sall est un choix réfléchi, mais également un choix à valider. Parce que cette personne qui a eu à gérer le gouvernement, qui a eu à gérer par-devers cela les portefeuilles du ministère des Sports, qui n'est pas un petit ministère, du ministère de l'élevage également, qui est un très grand ministère compte tenu de notre environnement social et sociologique, je crois que cela montre que le président Macky Sall a fait le meilleur choix, en tout cas parmi nous, parmi toutes les compétences qu'on a et dont on se félicite, le choix du candidat Amadou Ba est, me semble-t-il, le meilleur choix du point de vue de son parcours, de ses compétences, mais également de ce qu'il montre comme aptitude à pouvoir gérer les choses. On peut ajouter à ce débat le vide au ministère de l'Agriculture après la démission d'Aly Ngouille Ndiaye en pleine campagne agricole. Et Macky Sall, il fait rien, comme si les agriculteurs, ils comptent pas. C'est ça, non? Oh, loin de là. Vous savez, déjà, on a annoncé il y a de cela quelques jours un remaniement ou un réajustement ministériel. C'est selon. On va voir peut-être dans les heures qui suivent, peut-être qu'on aura des nouvelles de cela. Mais le fait est que il y a jamais de vide au niveau de l'administration. Parce que déjà, on a un Premier ministre qui occupe, en plus de peut-être la coordination de l'action gouvernementale, qui coordonne l'activité également des administrations dans ces ministères-là. Parce que le ministre, effectivement, c'est un poste très important pour l'animation, pour l'impulsion, pour la coordination. Mais en dehors du ministre, il y a une administration qui est bien assise. Et quelquefois même, le ministre vient et laisse toute l'administration qui... Oui, un ministère, il doit être dirigé par un ministre. Ça, c'est clair. Et ça, on n'en disconvient pas. Et je pense que, Inch'Allah, dans les prochaines heures, peut-être même minutes, on aura un nouveau ministre de l'Agriculture. Mais cela dit, ça n'a pas empêché que la campagne agricole puisse continuer avec toutes les... toutes les responsabilités que cela requiert, aujourd'hui, qui sont assumées. Comment on se débrouille? Peut-être que je ne suis pas au niveau du ministère de l'Agriculture, je ne suis pas au niveau de la primature pour le dire ou pour le savoir, mais toujours est-il que, de ce que j'en sais, sur le terrain en tout cas, il n'y a pas eu aujourd'hui une révolte des agriculteurs ou en tout cas des complaintes que l'on note pour dire qu'il y a un vide qui est noté à ce niveau-là. Aly Ngouille Ndiaye, Mohamed John, Mame Boye Diao, pour ne citer que ces trois-là, des candidatures multiples dans le même camp, ne sont-elles pas synonymes de possible défaite, ou du moins cela ne réduit-il pas vos chances de conserver le pouvoir? Vous savez, nous en politique, on nous apprend à ne jamais négliger nos adversaires. Et vraiment, moi, je ne suis pas là pour juger du poids des uns et des autres.
ce que je sais, c'est que c'est des personnalités avec des profils peut-être distincts qui sont de notre bord, jusqu'à date en tout cas. Parce que même s'ils ont déclaré leur candidature, ils pêchent dans nos eaux. Ce qui en soi peut-être est de la compétition, relève de la compétition politique. Mais comme je l'ai dit tantôt, aujourd'hui, nous continuons de faire en sorte qu'on garde le bloc le plus soudé possible et le plus large possible. Quand à la fin de la journée, on se rendra compte que quand même, malgré tous les efforts qu'on aura faits, on n'aura pas réussi à retenir un ou deux, on constatera et on verra à la fin ce que ça va donner. Mais ce que je sais, c'est que quand on va à la base, les responsables, les principaux responsables à la base, aujourd'hui suivent le choix du président Macky Sall. Quand on prend l'exemple de Aly Ngouille Ndiaye, celui-là simplement, et je peux en citer peut-être pour tous les autres également, les responsables au niveau du Jolof, je ne parle même pas de son Linguère natal, mais les responsables au niveau du Jolof ont presque tous à l'unanimité salué le choix du président et se sont alignés. Et cela montre que, mutatis mutandis, on ne perdrait pas réellement, grandement en tout cas, au change. Mais on souhaite, moi en tout cas je souhaite qu'Aly Ngouille reste avec nous. C'est quand même une identité remarquable qui a certes été révélée par Macky Sall, mais qui s'est révélée être un personnage assez intéressant sur la scène politique. Donc, je ne vais pas dire... Être révélé par Macky Sall ne signifie pas ne pas avoir le droit d'avoir des ambitions. Non, il en a le plein droit et ça, je pense que je l'ai souligné. J'ai également souligné que quand même c'est une personnalité aujourd'hui qui compte. Mais, cela dit, le poids politique réel au Jolof, c'est plusieurs identités remarquables, dont Aly Ngouille. Mais il n'est pas le seul. Si on le perd, ce serait dommage, parce qu'on aurait souhaité le garder. Mais si on le perd également, objectivement, moi, en tout cas, ça ne me pousse pas à la crainte au niveau de la contrée qu'il réclame, mais qui est partagée par plusieurs autres responsables, et de premier rang. Que pensez-vous de la candidature de Mamboy Diao, maire de Kolda? Il est votre prédécesseur d'ailleurs au poste de directeur des domaines. Ben, je salue Mamboy au passage, comme vous l'avez dit, que j'ai remplacé à la direction des domaines, qui est également maire de Kolda. Ça, c'est aussi un mérite et c'est une position politique assez intéressante. Cela dit, je reviens à la même analyse que j'avais faite pour Aly Ngouille. Mamboy, son premier adjoint, il s'appelle Fabou Ligay. Je le salue également au passage. Quand Mamboy a décidé de tracer sa propre voie, en tout cas jusque-là, j'espère qu'il va revenir à la sagesse, le premier responsable qui est derrière lui a manifesté son choix de rester dans le giron du pouvoir et dans le giron du choix qu'a fait Macky Sall. Et il n'est pas le seul. Plusieurs responsables d'ailleurs de premier rang se sont manifestés pour dire qu'ils ne suivent pas Mamboy dans son aventure esselée. Cela dit également, il reste quand même une identité dont on a besoin dans nos rangs. Donc aujourd'hui, on va se donner les moyens de le ramener à la raison et de faire en sorte qu'il puisse battre campagne pour le candidat choisi par le président Macky Sall. Mais Mamboy, je crois qu'il a peut-être ses chances, peut-être, mais il les a davantage quand il sera avec nous. Et nous allons faire en sorte qu'il soit avec nous, parce qu'effectivement, je l'ai dit, on ne va pas considérer comme quantité négligeable quelqu'un qui a quand même eu à battre campagne et à devenir maire dans une localité aussi importante que Kolda, mais je l'espère, il reviendra dans le giron familial primaire. Comment jugez-vous le travail de Mamboy Diao que vous avez remplacé? Comment jugez-vous son travail à la direction des domaines? Ben, Mamboy a été un directeur qui a eu à diriger la direction des domaines pendant quand même 4 années. Ce n'est pas rien. Et il a eu à effectuer un travail. Aujourd'hui, sa mission est terminée à la direction des domaines. Je ne pense pas être celui qui doit juger. Parce que juger, c'est un terme très fort. Apprécier, peut-être bien. Encore faudrait-il que peut-être le cadre soit le meilleur. Sur la place publique, peut-être on n'évoque pas certaines appréciations. Mais ce que je sais, c'est qu'il a eu à faire sa mission, il l'a terminée, il a eu à être appelé à faire d'autres missions, qu'il a aujourd'hui également terminées. Nous lui souhaitons le meilleur du monde, parce qu'au-delà même des rapports professionnels, on a des rapports personnels quand même corrects, très corrects même. Et donc, je ne le souhaite que du bien. Aujourd'hui, il est dans un camp que je ne partage pas, et je souhaite que réellement il revienne parmi nous. Donc, c'est tout le bien que je peux
je peux souhaiter. On va rester sur cette question de la gestion des affaires publiques. Il a été directeur des domaines. Il s'est dit beaucoup de choses. Ça y est là. Les Sénégalais ont le droit de savoir. Est-ce que tout s'est fait dans les règles de l'art? Vous savez, quand on fait du management public, on se rend compte que les choses ne sont pas noires ou blanches. Il y a plusieurs nuances de gris, comme on dit. Et forcément, moi qui suis aujourd'hui à la place qu'il occupait, demain, j'aurais peut-être fait des choses pas forcément à l'endroit. Dans la mesure où peut-être j'aurais fait des choses que j'aurais pu mieux faire. Ou j'aurais pas fait des choses que j'aurais dû faire. Donc forcément, quand on épluche la gestion d'un dirigeant, de quelque bord qu'il soit, on va voir peut-être le verre à moitié vide ou à moitié plein. Mais encore une fois, le cadre pour apprécier réellement du travail de Mamboy n'est pas la place publique. Et aussi, moi, je ne suis pas peut-être dans la posture de quelqu'un qui va fouiner dans les affaires des autres. Mamboy, il a eu à faire sa mission, il l'a fait. Et je crois qu'il a eu à avoir des réussites là-bas. Il y a des choses à continuer, à améliorer. Et je pense que c'est ça, le continuum. Y a-t-il eu également des erreurs, de l'action, des échecs? Non, moi, je ne suis pas habilité à parler d'échecs de mon prédécesseur. Il a, comme je l'ai dit, c'était une mission qui lui était confiée. Il l'a menée pendant 4 ans. Forcément, il a eu à faire des choses qui sont bonnes, d'autres qui auraient pu être améliorées. Et on s'évertue à continuer la mission, qui est une mission publique. Dans l'opinion, on entend souvent, ils se sont partagés les terres, pointant les tenants du pouvoir. Que répondez-vous? Déjà, le Sénégal n'est pas très très grand comme pays. On fait 194 000 km², je crois. Et ça, dont beaucoup de terres arables, avec également une partie que nous occupons comme habitation. Avec beaucoup de travail à faire à ce niveau-là. Parce que beaucoup de gens également sont aujourd'hui dans des habitations avec des titres soit précaires ou parfois même des titres inexistants. Donc sans droit ni titre. Donc il y a un réel travail à faire à ce niveau-là pour justement mettre à niveau, je dirais, les droits de possession ou de jouissance dont se prévalent les gens pour occuper l'espace qu'ils occupent. Alors, quand il y a des lotissements, c'est comme ça qu'on les appelle dans le jargon technique, ça veut dire qu'il y a des aménagements qui sont faits quelque part pour pouvoir donner des parcelles de terrain à des citoyens sénégalais et à des entreprises sénégalaises ou en tout cas qui se meuvent au Sénégal. Il y a des critères qui sont définis très souvent. Mais le plus important, c'est qu'il y a une volonté d'embrasser très large et de prendre en compte toutes les sensibilités. Je sais que peut-être c'est une question qui vous taraude l'esprit parce que vous êtes de la banlieue comme moi. Aujourd'hui, il y a beaucoup de bruit autour de la bande des Filao, sur la bande de Malika, etc. C'est tellement chaud que c'est surnommé la bande d'Aouzou. Non, c'est pas la bande d'Aouzou. J'ai l'habitude de le dire. Quand on prend l'exemple de Guédiawaye, moi, je peux réclamer être en partie de Guédiawaye parce que j'ai fait une bonne partie de mes études à Guédiawaye. J'ai joué au Noétan à Guédiawaye. Donc, à Tchedo et Djambar. Voilà, j'ai même habité Guédiawaye. Donc, c'est dire que je peux me réclamer de Guédiawaye. Et ce que je dis également aux autres populations de Guédiawaye, c'est que rares sont parmi nous qui peuvent dire que moi, mon grand-père ou ma grand-mère est né à Guédiawaye. C'est donc dire que, c'est parce que le Sénégal se développe, parce que la population s'agrandit, qu'on doit également avoir le cœur large pour accueillir d'autres qui viennent. Parce que nous, nos pères ou nos grands-pères qui avaient habité Pikine, qui avaient habité Guédiawaye, ils étaient venus dans un presque no man's land. En provenance de Koloban, de Gueltapé, d'autres contrées et même peut-être de l'intérieur. Donc c'est dire qu'aujourd'hui également, le peuple sénégalais s'agrandit. On était 14 millions il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, on dit qu'on est 18 millions. Ça veut dire qu'on grandit très très vite. Alors, il faut également que les espaces qu'on occupe s'élargissent. D'où la volonté peut-être qu'a eu le président de faire un plan d'urbanisme détaillé pour que cette bande-là soit exploitée de la meilleure des façons. Oui, mais qu'on ait des zones habitées
des zones exploitées à C'était titre pour commercial briser, industriel, briser des zones l'élan. hôtelières, pour que tout le monde puisse s'y retrouver et qu'on ait vraiment un plan aménagé. Parce que si on ne le fait pas, cette bande des Filao répondait à des exigences écologiques. Et justement, les associations écologistes, les riverains, comme vous le soulignez, protestent contre son déclassement en faveur de morcellement pour tracer des parcelles à usage d'habitation. Mais justement, il faut qu'on aille jusqu'au bout. En vérité, il y a eu un déclassement, c'est vrai. Mais il y a également une velléité de conserver, justement, parce qu'aujourd'hui également, il faut se dire que les instruments qu'on avait peut-être il y a 20 ans, 30 ans, sont devenus rudimentaires et même peut-être dépassés par rapport à l'évolution technologique, à l'évolution des connaissances, à l'évolution de la science, tout simplement. Donc, les moyens qu'on avait pour lutter contre certains périls, aujourd'hui, on a des moyens autrement plus sophistiqués. Et la science également est venue peut-être se rajouter à tout ce qu'on savait avant par rapport à l'occupation du sol, par rapport à la lutte contre certains fléaux, comme l'avancée de la mer, etc. Il y a des techniques aujourd'hui qu'on utilise qu'on ne connaissait peut-être pas il y a 20 ans ou 30 ans. Donc, quand on fait un plan d'urbanisme comme cela, on tient compte justement de tous ces fléaux-là. Mais on ne peut pas rester les bras croisés. Parce que si on le fait, les gens vont continuer à occuper de façon anarchique, sans droit ni titre. Ce qui est déjà le cas sur une bonne partie de cette bande-là. Il y a beaucoup d'occupations anarchiques. D'ailleurs, on sera obligé, malheureusement, pour certaines occupations, d'aller même jusqu'à casser. Parce que si on ne le fait pas, on ne va pas tracer les routes qu'il faut mettre, et on ne va pas mettre les canalisations qu'il faut mettre, etc., etc. Il y a une vision de ce que le Sénégal doit être en 2035, et dont l'urbanisation même du Sénégal, qu'est-ce qu'elle doit être. Et cela part de la planification. Quand on planifie, effectivement, on va au-delà de peut-être des cris d'orfraie. Même si on en tient compte à Guédiawaye ou à Malika, on a voulu faire en sorte que toutes les populations s'y retrouvent. Que les forces vives de Guédiawaye, que les forces vives de Yembel, de Malika, de Tivaouane puissent être intégrées dans la gestion de l'espace. Que même certains espaces puissent être attribués dans leurs différentes formations ou associations ou mouvements. C'est donc dire que ce n'est pas un bradage qui est venu juste amener des gens venus de nulle part pour leur donner les terres de tout le monde, mais il faut justement se souvenir que ce sont les terres de tout le monde, pas seulement des populations de Guédiawaye ou des populations de Malika. C'est les terres de Babacar qui est de Pékin, de Monsieur X qui est de Foundiougne ou de Ziguinchor. Ils sont des Sénégalais. Ces terres-là sont du ressort de la nation et nous y avons tous droit, tout comme ceux-là qui sont à Guédiawaye ou à Yembel. Combien de surfaces habitables reste-t-il encore à Dakar? En reste-t-il d'ailleurs? Il n'en reste pas beaucoup. Pour être honnête, il n'en reste pas beaucoup. Chiffré, ça va être peut-être assez hasardeux de ma part pour le faire. Mais là, quand j'aurais été peut-être un inspecteur du cadastre, je l'aurais peut-être fait volontiers, ou un géomaticien, peut-être que j'aurais été plus habilité à le faire. Mais ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde, déjà, Dakar, c'est une presqu'île. On a quand même fait plusieurs lotissements de grande envergure de par le passé, notamment jusqu'aux années 2019, 2017, 2019. On a fait une bonne partie de l'aéroport. On a intégré ça dans le paysage urbain. Ça veut donc dire que pratiquement on a exploré toutes les niches. Il restait sur peut-être ce que je pourrais appeler en comparaison le Grand Dakar, quand on ne va pas peut-être au-delà d'une certaine partie de Rufisque. Aujourd'hui, il y a peut-être cette bande-là. Il y a ce programme d'urbanisation qui est lancé par le président via les deux décrets qu'il a pris. Donc ça veut dire que si on parle d'espace assez large dans Dakar et ses environs proches, il n'en reste pratiquement pas. Mais toujours est-il que aujourd'hui, le monde évolue. Les techniques d'habitation évoluent, même socialement ou sociologiquement, les comportements évoluent par rapport à l'occupation et à la gestion de l'espace. Aujourd'hui, on construit plus en hauteur, on construit avec peut-être plus de commodités partagées. Et cela dit qu'il y a en tout cas moyen de faire en sorte qu'on puisse se retrouver avec les efforts qui sont faits également par la puissance publique, les efforts en termes d'infrastructures routières, en termes d'infrastructures d'assainissement. Ça aussi, il ne faut pas l'oublier parce qu'il y a c'est certes de l'argent enfoui, mais ça mobilise beaucoup d'argent. Aujourd'hui, Babacar, nous qui sommes de la banlieue, nous savons le résultat de tous ces efforts-là qui sont faits.
Parce qu'avant, on parlait d'inondation en ces périodes-là de l'année, où on allait vers l'ouverture des classes et beaucoup d'écoles étaient occupées par les populations qui étaient impactées par les eaux. Aujourd'hui, on n'en a presque pas dans la... Ah, on nous signale quand même quelques problèmes. Serait... De Caraïco, votre commune, non, un peu, oui. En fait, on confond inondation et peut-être stagnation d'eau quand il y a peut-être une pluie. Ça reste des problèmes. Ça reste des problèmes qu'il faut gérer. En vérité, quand on n'aura pas un réseau d'assainissement qui couvre toute l'étendue de la commune ou du département, on aura forcément quelques soucis quand il y a une forte concentration d'eau. Ça, c'est des faits, il faut qu'on l'accepte. Et qu'on fasse les efforts qu'il faut pour justement avoir ce réseau d'assainissement qui couvre l'intégralité de nos localités. Et il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Maintenant, tout ne se fait pas en une seule fois. Ça aussi, il faut que les populations en soient conscientes et qu'elles soient patientes, que nous tous, nous travaillons à mobiliser l'argent public et à le dépenser de la façon la plus optimale pour que les investissements publics qu'il faut soient réalisés et de la façon également la plus efficiente possible. Le problème, c'est quand on élargit l'assiette foncière pour permettre à des Sénégalais d'obtenir un toit, tout ce qui va avec, ça ne vient jamais, ou presque. Diamniadio, la nouvelle ville que Macky Sall a voulu créer, qui frôle le fiasco. Ça reste un grand désert, Diamniadio, à part les infrastructures sportives et quelques petites habitations. Et encore des sièges de ministères. Pas seulement. Je pense qu'il y a des sièges d'entreprises. Il y a également des entreprises qui travaillent et aujourd'hui qui font la fierté de notre pays, qui pèsent sur la balance commerciale de notre pays. Des entreprises qui exportent beaucoup de biens qui sont produits à partir du Sénégal et qui font référence. Il y a également des habitations qui se développent. Pas seulement au niveau... Il n'y a même pas de voirie. Ces entreprises-là en prennent des pistes pour arriver à leur lieu de travail. En fait, une urbanisation, ça prend du temps. Et ça prend également beaucoup d'énergie et d'argent qui sont mobilisés sur la durée. Diamniadio, c'est un projet. Aujourd'hui, il n'est pas encore arrivé à terme complètement pour qu'on puisse avoir un réseau d'assainissement qui couvre toute la localité, pour qu'on puisse avoir un réseau de voirie qui couvre toute la localité, mais également peut-être un réseau routier. Et on a l'autoroute qui passe par Diamniadio, heureusement, mais les routes secondaires, il faut du temps pour les faire. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est sur la voie parce qu'il fallait commencer, il fallait oser déjà le faire. Le président Macky Sall a osé. Et quand il l'a commencé, beaucoup de gens parlaient même d'éléphants blancs pour dire que c'était des rêves qui étaient irréalisables. Heureusement qu'il a été tenace et qu'il a cru en ce rêve-là. Aujourd'hui, je crois que, modestement, on peut être fier de ce que Diamniadio est devenu et on peut être optimiste également de ce qu'il peut devenir dans le futur. La justice, Mamadou Gueye, c'est pour reparler politique. Ousmane Sonko, qui avait envoyé un mandataire, comme beaucoup, envoyé un mandataire auprès de la Direction Générale des Élections pour retirer les fiches de parrainage. Cela lui a été refusé. Pour son parti dissous PASTEF, la DGE n'en a pas le droit, n'en avait pas le droit. Mais Babacar, je pense que vous avez vous-même la réponse à votre question. Doublement. D'abord, vous avez dit le parti PASTEF dissous. S'il a envoyé un émissaire pour le compte d'un parti dissous, c'est sans objet. Parce qu'un parti dissous ne peut pas participer à une élection. Oui, mais la DG n'est pas le juge des candidatures. Non, enfin, la DG est dirigée quand même par des gens très, très avertis, qui organisent des élections depuis quand même une vingtaine d'années et qui en connaissent peut-être plus que moi sur le code électoral et sur toutes ces subtilités. Mais toujours est-il que, a priori, un parti dissous, ça, je pense qu'on n'a pas besoin d'être juge constitutionnel ou juge électoral pour pouvoir le savoir. Un parti dissous n'existe plus. Quand on n'existe plus, on ne peut pas demander un droit qui est conféré à une catégorie de citoyens bien identifiés. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Ousmane Sonko a été condamné sur deux affaires distinctes. L'affaire Adji Sarr, mais également l'affaire Mame Mbaye Niang. Et donc, de ce point de vue-là, aujourd'hui, il ne peut pas avoir la qualité, l'éligibilité pour prétendre à retirer des fiches de parrainage. Donc, je crois que, sur ce plan-là, juridiquement en tout cas, la DG a bel et bien raison de lui refuser le retrait des fiches de parrainage. La stratégie de ses partisans a été de saisir la justice, mais de présenter également d'autres candidatures. Vous n'y échappez pas finalement, hein, à l'ex-PASTEF. Mais justement, ça veut dire que ils ont acté. Parce que moi, je l'ai compris, peut-être l'entêtement
brassée au début, de dire que notre candidat c'est Ousmane Sonko, il le reste. Ça, si c'était toujours la ligne qui était adoptée, je me serais dit que ces gens-là sont vraiment convaincus et sérieux dans leur projet. Mais aujourd'hui, s'ils tentent d'avoir peut-être une autre candidature parallèle, ça veut dire qu'ils savent eux-mêmes, dans leur fort intérieur, qu'aujourd'hui, sur le plan de la justice, ce n'est plus possible de présenter la candidature d'Ousmane Sonko. Et peut-être c'est un choix de raison de pouvoir aller voir ailleurs, mais ça reste leur cuisine interne. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous, on est concentré sur notre camp, sur la collecte des parrainages pour le candidat Amadou Ba, désigné par le président Macky Sall, et également sur l'élargissement et le maintien de nos bases politiques respectives pour maintenir intactes nos chances de victoire. Et je crois que la stabilité du Sénégal est aujourd'hui à un point tel que les élections se présentent sous de bons auspices et Inch'Allah, on va y aller tranquillement et si Dieu le veut bien, le candidat Amadou Ba sera président. Vos relations avec Ousmane Sonko, votre ancien collègue aux impôts, certains même dans vos rangs pointent une proximité entre vous et Ousmane Sonko. Proximité, on a eu à avoir une proximité parce qu'on a créé le PASTEF ensemble. On a eu à travailler sur des dossiers comme ça aussi pendant un certain temps. Donc forcément, ça crée des liens. Et ces liens également ont été créés bien avant même la création du PASTEF. Et ils ne se sont pas distendus quand on a été du même corps. Donc effectivement, on a des liens qui se sont créés au fil du temps et peut-être des conjonctures. Ces liens se sont distendus depuis quand même assez longtemps. Quand moi-même j'ai pris l'option de choisir une autre voie sur le plan politique, mais surtout quand PASTEF est devenu peut-être un parti, je dirais, qui réclamait même sa radicalité. D'un point de vue personnel, peut-être moi je ne suis pas radical, pour ne pas dire extrémiste, c'est un autre terme peut-être qui peut être utilisé à la place. D'un point de vue peut-être même politique, n'étant pas du même bord, forcément on n'a plus les mêmes fréquentations, on n'a plus les mêmes relations. Ça s'est distendu. On n'a pas de problème particulier personnel, mais on n'est pas du même bord et chacun assume sa position. Il est dans sa voie, que je respecte. Je suis dans ma voie, je crois qu'il respecte et chacun trace sa route. Macky Sall et les politiques en faveur de la jeunesse, insuffisance pour ne pas dire échec. Les billets de jeunes Sénégalais qui ont tenté l'immigration clandestine, surtout ces dernières semaines, ces derniers mois. Alors la belle illustration. Alors, vous savez, Babacar, les politiques de jeunesse, ce sont des politiques très complexes. Et peut-être ce n'est pas à l'aune d'une émission qu'on pourra les apprécier de fond en comble et en faire le bilan sur une longue durée. Parce qu'en vérité, quand on veut évaluer la politique de jeunesse du président Macky Sall, on peut partir de 2012, quand il a pris les rênes du pays, et avec toutes les politiques qu'il a mises en place depuis 2012 et les résultats qu'on a pu obtenir. Quand on prend des instruments comme l'ADER, comme l'ANPEJ, comme l'ADPME, et j'en passe, le fonds STAP, etc., on en a pléthore. Sur le plan de la formation, 3FPT, il y en a plein. Vraiment, peut-être que là, je pourrais les citer en vrac, comme ça, pour dire qu'il y a beaucoup d'instruments qui sont mis en place et qui sont destinés exclusivement aux jeunes et quelquefois particulièrement aux femmes. Tous ces instruments réunis ont donné des résultats très satisfaisants. Néanmoins, il faut le dire, on a quand même un taux de chômage assez élevé, surtout au niveau de la jeunesse, parce qu'on a 100 000 jeunes qui intègrent le marché de l'emploi tous les ans. Il faut quand même les contenir. 200 000 même. Hein. 200 000 maintenant. Alors, il faut quand même les contenir et leur offrir du rêve. Aujourd'hui, quand ils vont, peut-être au péril de leur vie, chercher quelque chose en Espagne, aujourd'hui en Espagne ou ailleurs en Europe, ou ailleurs dans les Amériques, des instruments en tout cas sont là pour leur offrir au moins un cadre qui leur permettrait de pouvoir s'épanouir. Maintenant, les raisons personnelles ou sociologiques, elles sont différentes de la raison, je dirais, cartésienne. Un jeune au Sénégal qui a du métier ou qui veut en avoir, qui a une formation ou qui veut en avoir, qui a un emploi ou qui va en avoir, qui entreprend ou qui va entreprendre, ce jeune-là a le cadre adéquat pour pouvoir l'accompagner de bout en bout. Maintenant, il y a aussi d'autres éléments qu'il faut apprécier. Est-ce que nous, on a
sociologiquement parlant, des jeunes qui sont formés. Ça aussi, peut-être, c'est une partie de choses qu'on doit faire. Et si échec doit y avoir aussi, on doit questionner les politiques qu'on a mis jusque-là. Pour que nos jeunes soient plus volontaristes, qu'ils soient aussi plus proactifs, qu'ils aillent vers tous ces instruments-là qui sont mis en place pour eux, mais dont ils ignorent même parfois l'existence, pour ne pas dire les modalités d'obtention des financements ou des formations ou des offres d'accompagnement. Moi, qui suis de la banlieue, quelquefois, quand j'interroge les jeunes sur ces instruments-là dont je viens de parler, et tant d'autres, ou quand ils m'interpellent même sur leur situation, que je les questionne sur leur formation, ou leur profil, leur diplôme, etc., je leur demande, est-ce que vous savez telle structure? Est-ce que vous connaissez l'ANPEJ? Est-ce que vous connaissez l'ADPME? Est-ce que vous connaissez l'ADER? Est-ce que vous avez essayé d'y aller? Quelquefois, c'est vraiment le fatalisme de dire, non, je ne suis pas allé parce que je sais que de toute façon, je ne vais pas avoir. Mais non, ça c'est peut-être un mauvais comportement. Il faut que nous-mêmes, nous fassions les efforts qu'il faut pour aller vers ces jeunes-là, pour les sensibiliser davantage, quand bien même on le fait. Mais il faudrait également qu'on apprenne à nos jeunes à comprendre que l'emploi, ça se cherche. L'emploi ne nous trouve pas dans notre coin de rue en train de faire notre thé, on nous le sert. Ça, l'appliquer dans nos États, c'est un peu difficile. Nous ne sommes pas en Europe ni dans les Amériques, comme vous dites, que c'est pas l'État qui doit donner de l'emploi. Ça, il faut peut-être revoir le logiciel. Hein. Le logiciel, il est, enfin, moi je dis que il est différent. En vérité, chez nous, l'État a mis en place tous les mécanismes pour que les jeunes puissent avoir de l'emploi. On n'est pas dans le logiciel de dire l'État ne donne pas de l'emploi. Au contraire, parce que si on était dans cette logique-là, on n'aurait pas mis tous ces instruments avec tous les moyens que cela engage. Maintenant, comme je dis, il y a peut-être des efforts qu'on doit faire davantage. Mais aussi, il faudrait que les jeunes soient conscients que l'emploi, ça se cherche. On ne le donne pas. Mais quelquefois, malheureusement, on a l'impression qu'en tout cas, beaucoup d'entre nos jeunes sont formatés pour attendre et être dans une position attentiste. Soit ils écrivent une lettre pour dire oui, j'ai déposé mon CV, j'ai envoyé une lettre de motivation et ils s'en arrêtent là. Ou ils ne comprennent pas qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mécanismes pour les pousser à entreprendre. Et je crois que c'est la voie. Parce que l'emploi salarié, il n'est pas élastique à souhait. On a mis en place des mécanismes, on a mis en place des parcs industriels. Le président Macky Sall a mis ça, il a mis en place des agropoles, mais tout ça demande que les gens même soient formés et aillent vers ces structures-là pour pouvoir trouver leur place au soleil. Mais malheureusement, quelquefois, on est dans une position très attentiste, mais on doit tous ensemble travailler dans la sensibilisation et pousser également les jeunes à être plus volontaristes. On est curieux de savoir ce que Macky Sall il a fait pour votre département Pikine. Mamadou Gueye, vous êtes le maire de la commune de Thiaroye-Kao. Le blocage du fonctionnement des collectivités territoriales en raison des multiples grèves des salariés, des mairies et des conseils départementaux qui exigent l'application des augmentations sur leur salaire, pourtant déjà décidées par le président de la République. C'est si difficile que ça? Comment a-t-on pu se retrouver dans cette situation, source de plusieurs désagréments pour la population? Vous l'avez dit vous-même, c'est le président qui a décidé de l'augmentation des salaires des collectivités territoriales pour un peu les aligner par rapport à la fonction publique locale qu'il veut mettre en place, qu'il a mis en place. C'est dire que les efforts sont faits à ce niveau-là. Pikine, pour commencer par la première partie de la question, moi qui suis de Pikine, j'avais des défis à l'arrivée du président Macky Sall. Et le premier de ces défis, c'était les inondations. Aujourd'hui, très honnêtement, il y a encore des efforts à faire, je viens de le dire, mais il y a beaucoup d'efforts qui ont été consentis et qui donnent des résultats probants. Ça, c'est une réalité palpable au niveau de la banlieue. On n'a pas besoin d'être expert pour en juger des résultats. Deuxième chose, moi je suis sportif. Le président Macky Sall nous a fait un joyau à Alassane Djigo. Ça ne l'était pas avant lui. Il a mis beaucoup de moyens pour qu'Alassane Djigo soit ce qu'il est aujourd'hui et qui accueille pratiquement une bonne partie de la jeunesse pikinoise de tous les 15 jours. Il y a aussi toutes les autres réalisations, le TER, qui n'est pas seulement peut-être destiné à la banlieue, mais qui est une très belle réalisation et une grande réussite de la présidence de Macky Sall. Les filets sociaux, figurez-vous que au niveau de la banlieue,
tous ceux-là qui sont aujourd'hui bénéficiaires de bourses de sécurité sociale, de cartes d'égalité des chances, de cartes d'accès à la santé via la couverture maladie universelle, ils sont légion. Sans compter maintenant les réalisations en termes de routes secondaires, en termes de pavage, parce que ça aussi ce sont des démembrements de l'État qui les font le plus souvent possible. Et je peux en passer tout en oubliant les augmentations de salaire qui sont généralisées, qui ne sont pas seulement propres aux populations de la banlieue, qui sont aussi des salariés, beaucoup d'entre eux. Et peut-être tout cela qui bénéficie à la nation toute entière. Je crois qu'aujourd'hui, en tant que fils de la banlieue, je peux être très fier du bilan du président Macky Sall pour tout ce qu'il a fait pendant toute cette période-là. Maintenant, comme je l'ai dit, une gouvernance, ça se poursuit, c'est une suite. Ça ne se traduit pas sur le plan électoral en tout cas, si tant est que Macky Sall il a fait tout ça pour ce département-là. En 2019, c'est le dernier baromètre pour le président Macky Sall, il a gagné partout dans la banlieue. Il n'a pas eu une majorité absolue dans la banlieue, mais il a eu une majorité relative très très forte. On était dans les 48%, 49% dans certaines localités. C'est donc dire que, contrairement à ce que les gens disent, mais Macky Sall a quand même un bilan très apprécié au niveau de la banlieue. Et ça traduit justement l'appréciation et la perception que les gens ont du travail effectué par Macky Sall. Et justement, Babacar, je voudrais revenir sur ça, parce que c'est important. Quand aujourd'hui des personnes refusent de saluer la décision sage du président Macky Sall de renoncer à la 3e candidature à laquelle il avait droit, beaucoup d'entre eux disent non, c'est parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas de chance, etc. Je voudrais juste rappeler le contexte de 2019 quand j'entends ça. Pour dire que en 2019, c'est assez récent pour ne pas être oublié, 2018-2019, quand vous parlez aux gens qui semble-t-il, traduisent l'opinion publique, on avait l'impression que Macky Sall n'était aimé de personne. C'est l'impression, en tout cas, qui se dégageait de ce qu'on lisait dans les réseaux sociaux, de ce qu'on entendait dans beaucoup de radios, etc. Et au résultat des courses, il gagne avec 58% des voix. C'est donc dire que ceux-là qui aujourd'hui se présentent comme des oiseaux de mauvais augure devraient revoir leur copie et interroger l'histoire récente du Sénégal pour dire que ce qui se traduit comme soi-disant la perception ou l'opinion publique est parfois très décalée par rapport à la réalité sur le terrain. Comment régler la crise dans la fonction publique locale, les salariés qui attendent les augmentations? Alors, le président Macky Sall a fait beaucoup pour les collectivités territoriales. Aujourd'hui, il a mis une réforme au niveau de la patente pour justement augmenter les possibilités des collectivités territoriales. Il y avait certaines collectivités territoriales qui n'avaient pas même la possibilité de payer un salarié pendant toute l'année. Aujourd'hui, la plus petite collectivité territoriale du Sénégal, aussi reculée soit-elle, dispose d'une manne d'au moins 12 millions par an pour peut-être régler les questions triviales, y compris la question des salaires. Cependant, quand on a une pléthore de salariés, parfois recrutés avec des profils qui ne s'y est pas forcément, le personnel politique. La caricature, c'est personnel politique. C'est un qualificatif qu'on peut utiliser, que je préfère éviter, mais toujours est-il que je crois qu'il faut plus comment les budgets des collectivités territoriales vont plus dans le fonctionnement que dans le développement. Quand même. C'est des questions qu'il faut adresser et qu'il faut adresser avec beaucoup de courage. Je crois qu'aujourd'hui, nous qui sommes des dirigeants des collectivités territoriales, nous devons nous questionner nous-mêmes sur où est-ce qu'on veut aller et comment doit-on s'y rendre. Si on fait le choix de faire de la politique à longueur d'année, à longueur peut-être de mandat, on sera toujours peut-être dans le recrutement politique. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous-mêmes, nous devons avoir le courage d'éplucher un peu notre personnel pour utiliser presque exclusivement le personnel technique. Et maintenant, oui, la mairie, c'est un instrument politique. Il y a forcément de la politique là-dedans. On ne peut pas dire que la mairie sera complètement aseptisée de politique, mais que vraiment la politique soit reléguée au second rang. Les sports, et d'ailleurs vous l'avez effleuré un peu tout à l'heure, le foot, vous venez de rempiler pour 4 ans à la présidence de l'AS Pikine, club de Ligue en sénégalaise. Et les ambitions de Pikine pour la saison prochaine, jouez-vous le titre? Pikine n'a pas le droit de ne pas avoir de grandes ambitions. C'est ça la vérité. Moi, quand je suis venu à la tête de l'AS Pikine, lors de mon premier mandat, j'ai dit
qu'il faudrait qu'on soit dans la perspective et dans la prospective, qu'on planifie ce que l'on veut et comment on veut le faire. Il nous faut nous rendre compte que le monde du football d'aujourd'hui, c'est un monde qui a beaucoup évolué. On ne peut plus se permettre de jouer tout le temps en ayant le nez sur le guidon et en ne nous projetant pas sur les 4, 5 ou même 10 années à venir. Il nous faut alors, si on veut être compétitif sur la durée, avoir une académie compétitive, investir sur la formation et la petite catégorie, et c'est ce que nous avons commencé à faire. Cela demande de la patience pour qu'on voit les résultats, mais également, parallèlement, on va se donner les moyens d'avoir une équipe compétitive. Inch'Allah, on va jouer le titre. Le foot toujours. Vraiment, cette émission, elle est terminée. En milieu de semaine, la CAF a désigné les pays organisateurs des CAN 2025 et 2027. Le Maroc en 2025, le Sénégal avait candidaté pour 2027, mais la Confédération africaine de football a préféré le ticket Kenya, Tanzanie, Ouganda. Le dossier du Sénégal était-il vraiment sérieux? Le dossier du Sénégal ne peut pas ne pas être sérieux. Seulement, il faut se rendre compte qu'on a en face un ticket, vous l'avez rappelé, composé de 3 pays également sérieux. Je crois que cumulés, leurs chances peuvent être supérieures aux nôtres. Mais aujourd'hui, le fait est là. Le Sénégal a trôné sur la tête de l'Afrique pendant de très longues années comme étant la première nation de football africaine. Cela a son corollaire, c'est un travail qui est fait derrière. Maintenant, ça doit aussi nous pousser à continuer à persévérer et à nous projeter sur peut-être 2029 et à nous dire que c'est possible. Aujourd'hui, si notre candidature a été sérieuse et appréciée au niveau de la CAF, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui est fait. Il y a encore de la marge, il faudrait qu'on progresse davantage pour nous donner le maximum de chances dans les années à venir. Merci Mamoudou Gueye d'être venu devant le grand jury de RFM. Vous êtes le directeur des domaines à la direction générale des impôts et des domaines, maire de Djiddah Thiaroye Kao, maire APR ou Benno, si vous voulez, membre du secrétaire exécutif national de l'Alliance pour la République, le parti présidentiel, président de l'AS Pikine, club de foot de la banlieue de Dakar. Merci à tous de nous avoir suivis, à Abdou à la régie. Bonne fin de week-end à tous. Merci Babacar, merci à tous les auditeurs et auditrices et bon dimanche. Mi tekan hamrayitin